Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kasaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Frantz Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Et il ne faut pas prendre cela de la manière pure, hein, parce que quand on parle de revolver et tout ça, tout le monde verra directement cette arme et puis la gâchette qui sert à appuyer pour projeter peut-être une balle, mais il faut prendre cela sous forme d'une autre image. Donc, la République démocratique du Congo, qui constitue la gâchette de cette arme-là, qui est l'Afrique, a un rôle qu'elle peut jouer, la République démocratique du Congo, donc, en ce qui concerne le développement du continent. Alors, comment faire pour que la République démocratique du Congo joue vraiment ce rôle de gâchette et ce rôle de moteur, ce rôle de munition pour le développement de l'Afrique, parce que c'est là, c'est ce qu'il faut entendre par cette image de France exprimée par Frantz Fanon. Alors, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de nous choisir. Bienvenue sur Kasaï Développement TV, notre chaîne YouTube d'information générale, cette chaîne qui vous éduque, qui vous forme, qui vous informe et qui, des fois, vous divertit. Alors, nous allons donc poursuivre une fois encore, donc revenir sur cette réflexion avec le docteur Badiba Nsambou Bissala, poursuivre donc comme nous vous avions promis la deuxième partie, une partie qui est encore intéressante comme la première, et nous allons devoir une fois de plus suivre le docteur Badiba Nsambou Bissala dans cette réflexion sur l'éducation. Comment faire pour que notre éducation, l'éducation de la République démocratique du Congo, puisse être ce moteur, puisse jouer ce rôle-là de déclencheur du développement, et comment faire que la République démocratique du Congo, à travers l'éducation, puisse prendre cette place-là, jouer ce rôle de gâchette, bien décrit par Frantz Fanon dans sa réflexion. Alors, nous allons d'abord suivre cette deuxième partie de la réflexion de Dr Badiba Nsambou et nous allons revenir pour la conclusion. Docteur, vous avez évoqué là beaucoup de choses pour que nos auditeurs et nos téléspectateurs puissent vraiment bien vous comprendre. Aujourd'hui en Afrique, par exemple, parce que vous avez parlé du système éducatif. Le système éducatif implique notamment l'organisation, mais aussi les contenus, comme vous l'avez dit. Et on critique le système laissé par le colon. On estime que les Africains aujourd'hui connaissent l'histoire de la Grande-Bretagne, de la France, de la Belgique, de Charles de Gaulle, de Léopold II et autres, plus que leur propre histoire. Et que dans des pays en construction, on a tendance à avoir beaucoup plus l'enseignement général. Et pour vous, comment adapter alors le contenu à nos propres réalités? Nous sommes un laboratoire en plein air. Nous, avec ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, il faut observer. Nous sommes un laboratoire. Les établissements scolaires, depuis les humanités, devraient être en contact avec des entreprises. Vous voyez, lorsqu'on parle même de temps colonial, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y avait des contrats entre les établissements scolaires, parlant par exemple des universités, instituts supérieurs, avec des entreprises. C'est ce qui s'est fait sous d'autres cieux, tous ces pays développés. Il y a des contrats qu'il y a eu entre, par exemple, l'université officielle du Congo avec les usines de l'Union minière du Haut-Katanga, devenue plus tard la GECAMINE. Tous ces métallurgistes, tous ces ingénieurs de mines, ils ont fait leur stage professionnel. On les envoyait dans les fours, dans les mines, dans les
et les industries métallurgiques de la GECAMIN. Ils apprenaient vraiment le métier pour lequel ils seront destinés. C'est la même chose que pour la santé aussi. Nous envoyons nos étudiants des dernières années de médecine, de doctorat de médecine, dans les hôpitaux, maintenant aussi les centres de santé, pour qu'ils apprennent réellement les fonctions qu'ils vont s'occuper plus tard. Donc ça, ce sont des faits. Ici, nous avons l'AMIBA. Il faudrait repenser l'AMIBA autrement pour que l'AMIBA soit un lieu vraiment de production de ces ingénieurs dont nous avons besoin. Actuellement, lorsque nous parlons de l'AMIBA, ce n'est pas seulement l'exploitation et de ce diamant, c'est comment on peut transformer ce diamant ici sur place et former nos étudiants qui sont dans les instituts supérieurs et les universités, comment on peut le former réellement à ce que nous trouvons ici. N'allons pas plus loin. Nous avons suivi, il y a les géologues d'ailleurs, vraiment nous avons été ébranlés par le décès de ce professeur géologue. Ce sont des rares. Pour en former encore d'autres, eh ben, nous allons, c'est du temps, le temps et l'argent, ça va nous coûter encore plus cher. Mais on nous parle que l'espace Grand Kasaï est riche en minerais, etc. Mais combien est-ce que nos universités ici intéressent ces jeunes gens? Ils le font, je sais, mais c'est ça que je dis, c'est ça, ces laboratoires en plein air. Il faut apprendre à nos jeunes, c'est que réellement l'environnement que nous avons ici, notre écosystème, nous offre. C'est à quoi que nous devons être une solution pour que nous n'ayons pas de chômeurs. Je réfléchissais avec les parents le samedi dernier pour dire, nous allons reprendre maintenant l'option pédagogique générale et coupe et culture informatique. Mais je leur dis, ne vous en faites pas. Nous n'allons pas reprendre avec 100 élèves dans une classe, non. Nous fixons des limites, avoir 20, 24, parce que nous voudrions que chaque élève qui fait la coupe culture, à la fin de son cycle, sache réellement établir son atelier. Et nous commençons par l'école en disant, vous devez avoir votre atelier de couture, voilà ce qu'il faut faire. Nous leur disons actuellement, vous ne pouvez pas faire la coupe-couture sans informatique. L'intelligence artificielle est là pour vous montrer comment il faut faire des modèles. Nous ne pouvons pas faire la coupe-couture comme dans le temps. Nous devons l'appliquer à l'environnement actuel de telle sorte que l'enfant, si nous voulons primer les lauréats, mais c'est une machine à coudre qu'on va lui donner, peut dire à partir de l'école, vous avez déjà votre atelier, on vous prime avec une machine à coudre, on demande aux bonnes volontés d'offrir ces machines à coudre à ces élèves là-bas pour que ces élèves puissent s'installer. Nous disons pour l'option pédagogique, pour l'option, nous disons, nous ne pouvons pas avoir plus de 24 élèves dans une classe. Si on en a plus, on va faire 2 premières années d'option pédagogique. Dès la première année des humanités, ces élèves, notre école constitue déjà le cycle primaire leur lieu d'apprentissage. C'est une école d'application. Ils doivent entrer, ils doivent maîtriser le programme national au sorti de leur cycle des humanités. Ce n'est pas compréhensible. Nous avons un enseignement à multiples visages. Moi, je reçois ici des enseignants qui viennent des candidats. Et lorsque je pose la question, vous connaissez le nouveau programme national? Oui, on a, non, oui. Est-ce que vous connaissez quelle est l'approche
maintenant institué pour les enseignements et les apprentissages au niveau du cycle primaire, puisque vous êtes formé pour le cycle primaire. Non, ils disent non, on ne connaît pas. Mais pourtant, c'est bien infiguré dans le programme national, mais l'inspection nationale, c'est ça son travail, à s'assurer que le programme national est bien implanté et bien utilisé dans notre système éducatif local. Mais non, c'est la première fois quand ils arrivent dans certaines écoles qu'ils l'utilisent, ils sont surpris pour dire non, nous avons terminé, on entend parler, mais nous sommes toujours avec les anciennes approches. C'est ça notre peine. Nous disons non, il faut mobiliser l'opinion et créer, la ressusciter, stimuler cette conscience pour que nous ayons le même programme national appliqué partout. Et c'est le rôle de l'inspection provinciale et nationale de s'assurer que réellement le programme que nous venons de mettre, de publier est réellement utilisé. Mais regardez, vous savez que ce sont, lorsque vous recourez ici, je n'ai jamais entendu ces statistiques de dire nous avons besoin d'autant d'enseignants de tel niveau dans les écoles de notre espace, de notre province. Il faut planifier. Combien d'enseignants nous avons? Mais vous avez tous les licenciés, tous les gradués, au moins ceux-là, sont dans les grandes villes. Mais dans les territoires, ce sont les D6, ceux qui ont terminé les humanités, qui donnent et qui dispensent la matière, les enseignements, apprentissages, jusqu'en 6e, 4e, maintenant, la fin des humanités. Mais regardez un peu ce déséquilibre. Mais c'est à quoi qu'il faut s'adresser en premier lieu pour dire si nous voulons redresser notre système éducatif, il faudrait que nous ayons cette justice pour tout le monde. Nous ne pouvons pas avoir les D6 qui se donnent cours en 4e maintenant des humanités, qui étaient dans les temps 6e. Nous ne pouvons pas avoir. Il faut avoir les mêmes niveaux. Mais lorsqu'on fait les examens d'État, ce n'est plus pertinent, puisque ceux qui sont dans les territoires, qui donnent des D6, ils ont 100%, plus que ceux qui sont en ville, qui ont des licenciés, qui ont des échecs, etc., de 50-40%. C'est ça que nous sommes en train de dire, qu'il nous faut, écoute, et revoir notre système éducatif, planifier combien nous avons, au niveau du cycle fondamental, besoin de telle, d'avoir telle compétence pour gérer, animer ces écoles-là. Nous ne pouvons pas voir ici des licenciés, des gradués, et là-bas nous avons que des D6. C'est paradoxal ce que nous sommes en train de vivre. Il faut que le pouvoir exécutif de notre province d'abord, à la base nous sommes plus forts que le niveau national, je vous assure. C'est nous qui devons planifier. Nous avons besoin de temps et que ça fera le sujet à débattre à notre assemblée provinciale. Lorsque nous montons, il faut planifier combien d'ingénieurs nous avons besoin pour accomplir, pour réaliser ce programme de développement local de 145 territoires. Vous avez déjà entendu, même les universités ici, dire le pouvoir que nous avons ici, exécutif et législatif, pour dire voilà autant d'ingénieurs que nous avons besoin et voilà autant de médecins, mais nous avons besoin d'autant de chimistes, etc. Comment nous allons faire pour que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 50 ans, nous puissions être vraiment le pays solution, nous puissions être la gâchette du revolver Afrique. C'est cela que
qui sera utilisé par les constitutionnalistes, les économistes pour mettre dans la loi fondamentale. De ne pas rester comme ça en se bagarrant sur le plan politique pour dire non, voilà notre... Mais votre constitution aura quoi comme substance? Vous allez faire un débat sur quoi? Mais il faut faire un débat sur les espérances, sur les projections, parce que l'économie dont vous parlez, on veut avoir l'émergence, c'est à partir de l'éducation. Vous allez prévoir pour que nous puissions avoir maintenant, on fabrique des drones, on fabrique des missiles, mais ici chez nous, quel est le capital humain qui peut nous fabriquer ces histoires? Une anecdote, je disais à mon jeune frère, pour vous dire comment la gestion politique est dans les nuages. Mon jeune frère, que tout le monde, je vois beaucoup de messages qui me tombent, le général Luboya Kachama, donc on veut qu'il soit chef d'état-major. On en fait tant de bruit, mais j'ai parlé avec mon jeune frère, je lui dis, tu bouges tes oreilles, ne suis pas la gestion politique de toutes ces rumeurs-là. Moi, à ta place, en me mettant toujours au service de la nation, je préférerais que tu poursuives tes études, que tu capitalises plus c'est que l'expérience que tu as vécue, parce que tu as vécu réellement l'expérience du terrain, eh bien, il faudrait que l'autorité suprême, le commandement chef, puisse permettre que tu capitalises cette expérience en rentrant aux études ou combiner les deux, peu importe le poste qu'on va te donner, mais que tu rentres aux études pendant 6 mois, 1 année, avant de revenir encore ici pour dire « Ah, voilà, être un stratège, c'est qu'est-ce que tu peux proposer pour permettre à ce que notre pays soit unifié, pour que nous puissions remporter, mettre fin à toutes ces rébellions. » Mais si tu gères aussi parce que tout le monde parle de ton expérience, ça c'est un bon patriote, je dis mon cher, tu t'enterres. Fais, c'est ce que moi j'ai fait. Je lui donne mon exemple, j'ai dit, mais moi j'étais avec vous à la GECAMINE. Tout le monde m'a demandé de travailler à la GECAMINE parce qu'on voyait gestion de mes propres humeurs, parce que ça fait bien, parce qu'on est... Mais il y a une religieuse qui m'observait quand j'étais étudiant, qui m'avait dit non, va à l'intérieur du pays avec ce que tu as comme un caractère, comme éducation de base, va travailler pour ton pays à l'intérieur. Ne va pas à la GECAMINE, à toutes ces grandes sociétés pour avoir l'argent. Ce n'est pas ça, toi. Cultive plus une personnalité forte. J'ai refusé. Et je suis parti à l'intérieur du pays où mon premier baptême, c'était le choléra, que j'ai attrapé même. C'était le choléra, la dysenterie bacillaire, la méningite. Au Kivu, là, je maîtrise bien le Kivu. Mais j'ai refusé de rester dans l'opulence parce que tout le monde parle, on te verrait bien. J'ai refusé. Et c'est ce que je donne comme moi conseil. J'ai dit, mais moi j'ai refusé de tout ce qu'on me présentait. Est-ce que tu peux être capable de solliciter que tu rentres aux études, que tu restes un peu en retrait, tu mettras au profit de la nation cette expérience du terrain. Car c'est rare d'avoir vécu 5 ans dans un milieu comme ça en autant, alors que tu vois qu'au niveau mondial, c'est tout autre chose qu'on est en train de façonner ou de vivre comme conflit. Voilà un peu sur l'éducation. C'est que vraiment j'espère de tous mes voeux que nous réfléchissions sur exactement
les enjeux, les vrais défis de l'éducation. Nous sommes en train de vouloir faire la gestion politique avec des politiciens parce que on nous entraîne vers l'inconnu. Non, ce qui est, si nous voulons l'émergence de ce Congo, il faut former des gens pour ça. Il faudrait réfléchir comment ne pas former des chômeurs, comment les jeunes gens qui nous nourrissent ici, parce que je les admire beaucoup. Ils ont terminé leur université, leurs instituts supérieurs, leurs humanités, mais ce sont eux les motocyclistes qui nous nourrissent. Mais comment faire en sorte qu'en plus de nous nourrir, ils puissent être convertis dans ce qui est vraiment un capital pour redresser notre espace dans Kasaï et notre province. C'est ce que je suis en train de plaider pour la réforme et les choses. Un dernier mot sur cette réforme du système éducatif. Vous savez, dans le temps colonial, il y avait des écoles professionnelles. J'ai eu la chance ou le hasard d'être un enfant de la GECAMINE, de l'Union minière du Haut-Katanga. D'ailleurs, je ris beaucoup parce que mon père, en 44-45, il était dans les mines de Chinkolobwe. Donc, ce monsieur était un héros parce qu'il a contribué à produire l'uranium qui a fabriqué plus tard la bombe atomique. Là, c'est notre histoire. Je dis, ce monsieur-là, on devait lui donner une médaille parce qu'il a produit l'uranium en ce temps-là. Et chaque fois que nous nous déplacions, on ne restait pas en un seul lieu, mais pour l'unité nationale aussi, il faut déplacer les gens. Il ne faut pas que les gens restent comme des chefs coutumiers. Je disais d'ailleurs même à mon jeune frère le général, j'ai dit, il faut demander qu'on te déplace, sinon tu seras un chef coutumier dans ton Ituri là-bas. Il faut plaider, il faut solliciter auprès du commandant suprême de te déplacer il y a déjà 3 ans. Ce n'est pas maintenant que nous avons commencé à souhaiter, mon dit, son bon vouloir. Maintenant qu'il a accepté de le déplacer, nous disons, mais pourquoi? Moi je dis, rentre aux études. C'est là où tu vas aider plus la nation. C'est ce que les grandes, même l'AMIBA ici, ont formé même c'était en famille. On prenait tous ces jeunes garçons, jeunes filles, on leur donnait de l'emploi au sein de la société pour qu'ils puissent succéder à leurs parents qui prenaient de l'âge. Mais c'était des écoles professionnelles. Avec la réforme, on a tout transformé. En école professionnelle, ce sont devenus des instituts. Je ne sais pas, techniques ou quoi, mais qui ne nous produisent pas la main-d'œuvre dont nous avons besoin, les maçons et les ajusteurs, les forgerons, les cordonniers, les charpentiers. C'est ça qu'on fabriquait dans les temps. Voilà un peu ce que je suis en train de penser comme réforme du système éducatif. Commencer par transformer tous ces jeunes gens en réellement, avec ce qu'ils font comme métier, ils sont capables de faire beaucoup. Ils peuvent même nous produire des drones ici. Et si nous sommes bien encadrés, il ne faut pas les négliger non plus. Et c'est ce que je demande, je parle sur le plan culturel, aux églises. Je sollicite beaucoup les églises parce que les églises sont leviers, un puissant levier culturel de l'éducation. Mais vous comprenez ce qui fait que, par exemple, je dis toujours, moi, même mes propres enfants, moi j'ai été baptisé catholique, mais ils me disent, mais papa, tu ne vas plus à la messe. Je dis, mes enfants, pourquoi je n'y vais pas? Mes petits-enfants me demandent. C'est parce que je me suis retrouvé en Italie. En Italie, une religieuse, j'étais très lié aux religieuses, une religieuse qui était avec moi au Sud Kivu, à Uvira exactement, m'a amené visiter l'église, une église, je crois c'est Saint-Antoine de Padoue. Et quand nous sommes arrivés
dans cette église, on est allé dans une cave, la sacristie, et j'ai vu des gens tout autour en train de prier. Alors la religieuse m'a dit, tu es libre, hein? Mais regarde, il y a le relique. En Chiluba, on appelle comment relique? Bishadira, Nkoba, Ngoba. Nkoba, Koba. Bishadira. Il y a un relique de Saint-Antoine de Padoue, de qui, dans un bocal en verre, très bien entretenu, du sang coagulé, le cœur ou quoi, mais du sang coagulé. Et elle me dira que il y a des moments où ce sang va se liquéfier. Et lorsque ce sang se liquéfie, c'est qu'on présage un événement surviendra dans le monde ou bien dans le... Je regardais, j'ai posé la question à la sœur quand nous sommes sortis. J'ai dit, mais pourquoi on a interdit toutes ces pratiques chez nous? Parce que nous aussi, nous avions des reliques de nos ancêtres, de nos aïeux. Mais on nous a dit que nous étions des païens. Une Italienne, elle m'a regardé et m'a dit, eh monsieur, nous les Italiens, nous n'avons pas colonisé. Demande à ceux qui vous ont colonisé, puisque je te montre ça. C'est depuis ce moment-là que j'ai dit non, je rentre à ma source. Imaginez-vous, vraiment, je le dis en toute âme et conscience, imaginez-vous que toutes ces églises, nous sommes les champions, nous sommes le levier des églises du réveil, hein, disons-le. Imaginez-vous si toutes ces églises puissiez reprendre ne fût-ce que notre Kassala ici, notre Lusanzu ici. Dans leurs incantations, nous avons le pasteur qui est devant moi. Il rendrait un grand service aux générations futures. Je vous assure, s'ils prenaient notre tam-tam là-bas, nos xylophones, et qu'ils réintroduisaient ça dans leur prière, ils vont rendre, les églises vont rendre un grand sac. Je vous assure, sur le plan culturel, nous serons une puissance. Et si vous acceptez aussi de changer vos noms d'emprunt là-bas, en revenant au recours de l'authenticité, ce n'est pas Mobutu qui a fait ce recours à l'authenticité, celui qui a présagé ça, c'était Mabika Kalanda avec la remise en question base de la décolonisation mentale où il a appelé Moi Mbombo, sa femme. Et pas Maman Dorcas, pas Maman Francis, etc. Moi Mbombo. Voilà ce que je pense, moi, qu'il faut lier l'éducation à la culture et utiliser les forces. Nous avons des forces ici, telles que les églises. Reprenez nos coutumes, nos us et coutumes. Je viens de vous donner ce que j'ai vécu. Moi, personne ne me l'a raconté. Moi, j'ai vécu, j'ai dit à la sœur, non. C'est pourquoi je ne vais plus à la messe, sauf certains. Je suis né et baptisé catholique. J'ai dit non. Nos traditions sont puissantes, sont fortes. C'est ce qui qui va nous permettre de nous mettre debout et nous définir en tant que gâchette du relevé de l'Afrique et en tant que pays solution sur le plan éducatif et sur le plan culturel. Docteur, le temps a sérieusement filé, mais il y a plusieurs préoccupations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aviez évoqué beaucoup d'éléments. Alors, en quelques minutes, un petit commentaire, par exemple, sur le fait que vous avez parlé tout à l'heure de la RDC qui avait réussi à proposer déjà un modèle au niveau de la santé. Et ce modèle a été adopté à travers l'Afrique. Mais comment peut-on arriver à faire de même dans le secteur de l'éducation? Parce qu'on voit, quand on fait le parallélisme, division
districts sanitaires ou zones de santé et autres, mais du côté de l'éducation, on voit division, sous-division, pôles et autres. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui a été copiée ou il y a encore autre chose qu'il faut faire? Lorsque j'ai eu cette chance de travailler dans la zone de santé de Kassongo, Maniema, ici à côté de nous, c'est une zone universitaire. Je n'ai jamais eu de formation semblable à celle-là. Même quand j'ai travaillé ailleurs en Afrique, visité certains autres pays en Europe, en Amérique, je n'ai jamais été en Chine, etc. Mais j'étais au Bangladesh, au Inde. Je vous assure, il faut partir de la base. Identifier certains centres et commencer à réfléchir comment transformer ce que nous avons commencé. Je dis toujours, peut-être il y aura des étudiants qui font la gestion, administration, orientation scolaire et anthropologie, histoire, peuvent venir étudier ce que je fais. Moi, je suis dépassé, je n'arrive plus à le faire. Étudier ce que nous sommes en train d'introduire et les résultats que cela produit. Il faut cet encadrement de proximité avec certains établissements qu'on doit à tout prix dans le pays, de façon générale, mais ici chez nous, il faudrait que l'inspection puisse coacher, c'est choisir public, privé. Vous savez, la santé universelle, nous l'avons commencé ici à Kassongo depuis, ils ont commencé en 71. Moi, j'ai rejoint Kassongo, travaillé avec Kassongo 78, 84 surtout, jusqu'en 88. Mais c'est inégalable, la santé universelle. Et je regarde et comment on s'y prend maintenant, je dis, dommage, peut-être on va lire nos mémoires, c'est là où on lira comment il faut s'y prendre. Pour les systèmes éducatifs, c'est celui-là que je propose qu'on choisisse ici, à la base, pas au niveau national, mais avec le parrainage et du niveau central, c'est ça la planification de bas en haut et puis de haut en bas. Nous étudions à la base, certaines écoles disent voilà comment nous pouvons résorber tel et tel aspect, voilà comment nous pouvons renforcer le niveau de formation et des inspecteurs et nos enseignants et des écoles. C'est ce que je propose. Je propose aussi que sans attendre qu'on puisse créer des centrales d'achat comme nous l'avons fait dans le secteur de la santé, des centrales d'achat pour les manuels scolaires, les fournitures scolaires et d'autres équipements tels que les laptops, etc. C'est là où on peut mobiliser certaines entreprises nationales et des types de réformes qu'il faut appliquer dans le système éducatif. C'est ce que nous avons fait au niveau de la santé. Et nous avions, au niveau de la santé, c'est nous qui avons proposé l'ère que vous entendez parler, l'ère de santé. Ça vient du Zaïre, Congo. C'est nous, ici, à Kassongo, qui avons créé ce terme-là et qui n'était pas la même chose que la zone administrative. C'est ici que l'OMS a adopté à Harare en 1987, si mes souvenirs sont bons, la notion du district sanitaire. Et avant de terminer, avant de chuter, dans la vision consistant à booster l'éducation en Afrique et en RDC, quelle pourrait être la part ou la contribution du Kasaï? Quelle politique pouvons-nous imprimer? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des infrastructures universitaires, par exemple, dans le Kasaï central et dans le Kasaï oriental. Est-ce qu'il y a lieu d'ouvrir aussi ces universités à des étudiants qui viennent d'ailleurs? Mais c'est ce que nous proposons quand nous vous disons il faut ce partenariat-là. C'est ce que nous proposons justement au comité de gestion, aux différents responsables, recteurs, de dire ouvrez-vous à d'autres. Par exemple, j'ai vu un de mes cousins, neveux, qui est à l'université de Kisangani.
Aya Gambi est allé prépare son doctorat là-bas, mais j'ai vu des étudiants à Yangambi, des étudiants qui viennent d'ailleurs, qui sont là. Je me suis dit, ah mais si eux puissent le faire, nous aussi nous pouvons ici, avec Chikama et avec l'URM, je pense qu'ils en ont, hein, mais en faire vraiment un objet de choses de recrutement actif. Allez, c'est ce qui s'est passé dans les temps. On n'attendait pas maintenant avec des choses de la numérisation. On a envoyé, l'université a envoyé ces formulaires dans toutes les écoles, les humanités du pays et à l'extérieur pour l'inscription à l'université. On peut le faire et recruter ces gens et ne pas attendre qu'ils viennent ici. C'est ce que je conseille. Et j'espère qu'on va ici chez nous avoir les homes des étudiants, les homes, l'internat si vous voulez, des étudiants et étudiantes. Pour que quand les gens verront les conditions d'accueil, ils peuvent dire non, je peux aller donc en Mbuji-Mayi parce qu'il y a les hommes, voilà la tarification, etc. Voilà comment ça se passe. Les gens viendront quand ils verront ces conditions d'accueil. Dans notre ville, faire de notre ville une ville cosmopolite. Quand on parle d'une ville cosmopolite, pourquoi nous faisons on est en train de rétaper cet aéroport de Bipemba? C'est parce que aussi, on espère qu'on va attirer les gens de l'extérieur, des investisseurs qui viendront ici, mais ils trouveront que nous avons des conditions d'accueil, avoir des maisons où les gens peuvent venir louer pour y rester et en toute sécurité, avoir l'eau. Vous voyez, je disais à notre réunion samedi avec les parents, je disais, mais pourquoi est-ce que nous devons demander l'eau à la régie des eaux, nous devons demander l'électricité? Mais non, ça doit être la politique de ces entreprises-là. Donner l'eau d'abord à ces institutions-là pour nos enfants, etc., favoriser justement la régularité de ces enfants. C'est nous. Et puis nous payons cher avec des cautions qu'on donne. Non. C'est ça que le pouvoir ici, l'Assemblée provinciale devait faire. Faire des édits pour qu'on donne l'eau des écoles qui d'abord choisissent et donner à ces écoles l'électricité. On nous donne l'électricité la nuit. Mais nos élèves étudient, ils ont l'informatique la journée. Vous venez, vous nous donnez l'électricité la nuit. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une gestion de dire non, favorisons ces établissements dans tel quartier. Nous payons les factures, même si c'est cher, nous les payons. Mais favoriser ça à ces écoles là-bas comme aux structures de soins, de santé, on favorise. Il faut que nous demandions, mais il faut venir bousculer ces écoles là-bas pour dire, vous devez avoir l'eau et vous devez avoir l'électricité, voilà les conditions favorables. Mais vous voyez, c'est ça que je suis en train de dire. Il faudrait qu'au niveau, il y ait une conscience nationale, provinciale, au niveau local, pour dire il y a certains services que nous ne pouvons pas seulement aller demander. Il y a certains services qu'on doit nous offrir. Et l'Assemblée provinciale doit éditer, je me répète, les édits, pour que ces édits là-bas puissent favoriser ces infrastructures ou ces systèmes éducatifs, entre autres et de santé. Comme ça, nous allons mettre nos enfants dans de bonnes conditions de production, de performance. C'est ça que je propose, moi, pour le moment, en guise de conclusion, pour être la gâchette du pays Congo, et du revolver du pays Congo, du revolver à Afrique de Franck Fanon, pays solution. Il faut réfléchir à partir de la base, privilégier le système éducatif. Oui, docteur, vous parlez déjà des conclusions, mais je crois que la conclusion devrait arriver parce que vous avez parlé de la révision constitutionnelle. Et j'ai suivi dernièrement des débats au niveau africain, pas des Congolais, mais des non-Congolais,
qui appuie le changement de constitution en République démocratique du Congo et qui estime que la République démocratique du Congo, vous-même vous venez de le dire, qu'il faudrait une constitution originale sur laquelle d'autres peuvent copier le modèle et qui parle exactement comme vous, qui pense que la RDC peut jouer ce rôle-là de gâchette, faire une constitution sur laquelle ou de laquelle les autres peuvent vraiment tirer des choses en Afrique. S'inspirer. Bien sûr, au niveau africain, mais pour vous, comment pensez-vous que ça puisse faire? Quelle est cette originalité qu'on peut apporter? Parce que déjà, les autres pays semblent ouverts à copier le modèle de la République démocratique du Congo comme gâchette. Je n'ai pas de préférence pour... je garde ça, je donne plutôt la matière de réflexion pour que ceux qui sont... peut-être aussi on m'invitait aussi à participer au débat sur la Constitution au moment venu. Je dirais non, voilà mon point de vue. J'ai dit, ne mettez pas la charrue devant le bœuf. Commençons par la réflexion. Qui voulons-nous être d'ici 2010, 2020, 2050? Qu'est-ce que nous voulons léguer aux générations futures? Comme je l'ai traité dans nos émissions passées, le pays, nous avons légué à la postérité la liberté, la paix. Il faut éduquer l'enfant. Et pour ce débat ici de la Constitution, il faut prendre tout ce que nous sommes en train de proposer comme matière pour notre émergence d'ici 20, 40, 50 ans, culturelle et économique, sociale, pour dire attention, si nous ne faisons pas ça, nous allons plutôt tourner autour du pot. Mais nous n'allons rien. Ça va rester comme ça. Si les autres pays discutent, c'est parce qu'ils se rappellent que si cette RDC-là se relevait, nous allons nous agripper. Nous avons d'abord 9 pays qui nous entourent. Mais c'est une puissance qui demeure. Et il faut seulement la réveiller en, par exemple, refaire l'éducation. Réformater, je dis réformater l'éducation, le système éducatif, comme nous l'avons fait dans la santé, même si ça a régressé, reprendre ça. Vous allez voir, par système de vases communicants, eh ben, nous allons influer sur les autres. Et en ce moment-là, ceux qui veulent la Constitution vont tirer la substance de cette matière que nous leur donnons. Ils ne vont pas faire une gestion politique de se battre comme on est en train de faire. Non, il faut cette substance-là. C'est là où nous allons créer une nation. Vous savez, je suivais hier justement un politicien français dire, mais la France, si vous voyez la France comme les États-Unis, sont constitués par combien de groupes ethniques, des peuples, disons, quand on voit leur histoire. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à voir la nation? Quand vous parlez de la France et vous parlez de la nation française, vous ne voyez pas une province chasser d'autres en disant que vous n'êtes pas originaire. Vous ne voyez pas aux États-Unis, c'est je suis américain, peu importe ta provenance d'origine. C'est ça la nation. Il faut fabriquer cette nation congolaise en utilisant certains leviers tels que l'éducation, tels que la santé, tels que l'armée et la langue. Nous avons le privilège, d'autres s'étonnent que nous avons les 4 langues nationales. Mais c'est ça la nation, peu importe, dans le temps quand nous arrivions ici au Kasaï, tu parles le Swahili ou le Lingala, c'était tout un problème, on ne parle pas. Mais notre force d'intégration, nous avons dû assimiler ces différences. Maintenant, nous parlons et les Tchuluba, et les Lingala, et les Kikongo, et les Swahili, on ne se gêne pas. C'est cette force qu'il faut mobiliser pour que nous arrivions justement à donner la matière. Nous, on va donner la matière à ceux qui ont la responsabilité de réfléchir. Nous réfléchissons d'éditer et la nouvelle
constitution, qu'elle demeure telle qu'elle est ou qu'elle ne demeure pas, mais ils vont tirer la matière, quelles sont les conclusions de ce que nous venons de dire. Je pense qu'ils sont en train d'écouter, qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ces combats politiques nous éloignent des vrais enjeux. Les défis pour nous est d'avoir ce peuple, cette nation congolaise unie, léguée à la postérité cette liberté, cette paix, mais en tant que nation. Et c'est ce que nous allons mettre dans notre constitution, ces éléments constitutifs d'une nation, tels que les autres pays, peu importe votre provenance, mais vous êtes ici, vous vous appelez, vous êtes Congolais, peu importe votre provenance d'origine. C'est ce que nous avons à un moment donné, tel que ça se passe dans nos villages, nous sommes unis, appartenant à telle ethnie, peu importe votre Tsamba, quoi. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez là de suivre cette deuxième partie de la réflexion de Dr Badibanga Sambo Kabisala, et je crois que vous avez bien suivi que notre système éducatif doit être formaté, c'est-à-dire il doit être revu, il doit être réorganisé pour que la République démocratique du Congo puisse jouer ce rôle de déclencheur, ce rôle de gâchette, ce rôle de moteur du développement de l'Afrique. Comme je vous l'avais déjà dit, quand on parle environnement aujourd'hui, on ne parle pas environnement sans associer la République démocratique du Congo. Alors, il ne faudrait pas que quand on parle éducation en Afrique, par exemple, qu'on parle éducation sans parler de la République démocratique du Congo. Et donc, vous avez bien suivi cette réflexion mûrie, réfléchie, nourrie plutôt de Dr Badibanga Sambo Kabisala. Et cela tombe au même moment que la République démocratique du Congo est en train de réfléchir autour de cette éducation, de la réforme de l'éducation. Et donc, moi, je me dis, mais quel malheur que le docteur Badibanga Sambo Kabisala n'ait pas été associé à cette réflexion. Et il pouvait apporter un plus, mais cela n'empêche que si il y a une occasion pour réfléchir au niveau de la province du Kasaï oriental sur l'éducation, comment faire que l'éducation puisse jouer ce rôle de moteur de développement, comment faire que la culture, parce que à l'éducation, Dr Badibanga Sambo Kabisala associe la culture, et comment faire que notre culture associée à l'éducation puisse promouvoir ce développement-là, puisse être un modèle qui peut être copié, qui peut inspirer l'Afrique pour son développement. Voilà donc autant de questions auxquelles Dr Badibanga Sambo Kabisala a répondu, et nous osons croire que les responsables de la province du Kasaï oriental qui nous ont suivis pourront saisir cette occasion pour réfléchir aussi au niveau de la province du Kasaï oriental, comment faire, comment revoir, comment adapter le système éducatif à nos réalités. Et je me dis même que le jour où les démocrates séguédistes rénovés d'Ether prendront le pouvoir, ils ne manqueront pas de faire vraiment recours à ce cerveau qui réfléchit, ce cerveau qui pense beaucoup au développement et à l'avenir de la province du Kasaï oriental, du Grand Kasaï, de la République démocratique du Congo et pourquoi pas de l'Afrique. En tout cas, nous disons sincèrement merci à Dr Badibanga Sambo Kabisala pour cette réflexion, pour cet apport au développement et à l'avancement, à l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous osons croire que ce n'est pas la première ni la dernière fois, vous l'aviez déjà suivi à l'aune des élections de 2023, comment il avait parlé de l'avenir, du devenir de la province du Kasaï oriental
autrefois, donc juste après les élections de 2018, il y a eu des réflexions sur l'avenir du Kasaï oriental et tout ça, mais cette fois-ci, il ne se focalise pas seulement sur le Kasaï oriental, mais sur ce que le Kasaï, en général, Grand Kasaï, peut apporter dans l'éducation et à partir de cela, comment cet apport peut jouer un rôle important dans le développement de l'Afrique en général. Alors, nous prenons rendez-vous pour une autre réflexion. Cette fois-là, ce sera autour de la santé, comment la santé peut jouer ce rôle-là de déclencheur, comment la République démocratique du Congo peut jouer ce rôle au niveau de la santé pour le développement de l'Afrique et quel apport du Kasaï dans ce grand rôle que la République démocratique du Congo peut jouer par rapport à la santé, au développement de la santé et au développement de l'Afrique. En tout cas, nous prenons rendez-vous une fois de plus avec le docteur Badibanga Sambuka Bissala. Cette fois-là, ce sera pour parler de la santé. Merci de nous avoir suivis. Kasaï Développement TV. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci sur le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Kasaï oriental, Kasaï central, Lomami et Sankourou. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasaï Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.